À l'est du continent américain, là où le fleuve Saint-Laurent trace son chemin majestueux vers l'océan, existe une terre d'une beauté à couper le souffle. L'incroyable Québec. Une terre où les érablières flamboyantes de l'automne cèdent progressivement la place aux forêts de conifères sans fin, puis à la toundra arctique du Grand Nord, créant une mosaïque de paysages d'une richesse incomparable. Dans ce documentaire, nous vous invitons à découvrir la nature sauvage du Québec, une province si vaste qu'elle couvre plus de 3 fois la superficie de la France et où la faune prospère dans une harmonie millénaire avec ses terres. Préparez-vous pour un voyage à travers des territoires où le silence n'est interrompu que par le hurlement du loup-gris dans la forêt boréale, le souffle puissant d'un rorqual bleu à la surface du Saint-Laurent, ou le craquement du givre sous les sabots d'un caribou dans la toundra. Bienvenue au Québec, territoire sauvage. Le Québec, situé dans l'est du Canada, est l'une des plus grandes provinces du pays avec près de 1,7 million de kilomètres carrés. C'est un territoire immense, habité depuis des millénaires par des peuples autochtones dont la sagesse et les traditions continuent de façonner l'identité profonde de cette terre. Le véritable enchantement de cette province réside dans l'extraordinaire diversité de ses paysages. Du sud agricole et verdoyant jusqu'aux confins glacés du Nunavik, chaque région offre un visage unique, une faune distincte, une lumière particulière. Ici, la nature n'est pas un décor, elle est l'âme même du Québec. Nous commençons notre voyage dans le sud de la province, là où le fleuve Saint-Laurent règne en maître sur un paysage de collines douces, d'érablières denses et de lacs d'eau douce par milliers. C'est le Québec que l'on imagine en premier. Les Laurentides, les cantons de l'Est, l'Outaouais, une terre façonnée par les glaciers, couverte de forêts mixtes où l'érable à sucre côtoie le bouleau blanc et le pin rouge dans une harmonie végétale qui explose en couleurs à chaque automne. Car ici, l'automne n'est pas une simple saison, c'est un événement. Les collines s'embrasent de rouge, d'orange et de doré, créant des paysages qui semblent tout droit sortis d'un rêve. Des voyageurs du monde entier viennent témoigner de ce spectacle unique que les Québécois appellent simplement le temps des couleurs. Entre les érablières et les vergers, entre les collines montérégiennes et les grandes plaines agricoles, la vie sauvage du sud du Québec est discrète mais omniprésente. Il suffit de savoir regarder, au lever du soleil ou à la tombée de la nuit, pour que le rideau de la nature se lève sur des scènes inoubliables. Dans ces boisés du sud, un animal règne discrètement entre les fougères et les sous-bois, le cerf de Virginie. Élégant et alerte, il se faufile entre les arbres avec une grâce silencieuse, ses grandes oreilles à l'affût du moindre son. À l'aube et au crépuscule, on peut l'apercevoir en lisière de forêt, immobile, scrutant l'horizon de ses grands yeux sombres. Le cerf de Virginie est l'animal sauvage le plus observé par les Québécois. Sa présence dans les boisés, les parcs et même les banlieues témoigne de sa capacité remarquable à cohabiter avec l'homme tout en restant profondément sauvage. En hiver, ses traces dans la neige fraîche racontent l'histoire silencieuse de ses déplacements nocturnes à travers les forêts endormies. Dans les champs ouverts et les prairies qui bordent les routes du sud de la province, une autre créature observe le monde depuis l'entrée de son terrier, la marmotte commune. Dressée sur ses pattes arrière, le regard vif et les narines frémissantes, elle scrute l'horizon avec une vigilance comique. Mais ne vous y fiez pas. La marmotte est l'une des rares espèces québécoises à pratiquer la véritable hibernation. Dès les premiers froids d'octobre, elle disparaît sous terre et ne reparaît qu'au printemps, comme un messager de la belle saison revenue. Depuis quelques décennies, une nouvelle silhouette se promène dans les champs du sud québécois, là où on ne l'attendait pas. Le dindon sauvage. Ce grand oiseau imposant dont la silhouette évoque les temps anciens est en pleine expansion dans la province. Avec son plumage irisé qui change de couleur selon la lumière, passant du bronze au vert, du cuivre au noir, le dindon sauvage est une créature d'une beauté surprenante. En groupe, ces mâles paradent et gonflent leur plumage dans des rituels de séduction d'une extravagance théâtrale. Dans les champs et le long des rives du Saint-Laurent, un autre visiteur annonce le changement de saison, la bernache du Canada. En formation triangulaire parfaite, ces grands oiseaux traversent le ciel québécois par milliers lors des migrations printanières et automnales. Leurs cris caractéristiques résonnent dans l'air frais, rappelant à tous que la nature suit ici un rythme bien à elle, indifférent aux agendas des hommes. Au bord des marais et des étangs, immobile comme une statue de pierre grise, attend le grand héron.
C'est l'un des oiseaux les plus patients du Québec. Planté dans l'eau peu profonde sur ses longues pattes, le cou replié, il peut rester ainsi sans bouger durant de longues minutes, attendant qu'un poisson imprudent vienne à portée de son bec acéré. Et puis, en un éclair, la frappe. Précise, imparable. Le grand héron est un pêcheur d'élite. Sa technique de chasse, perfectionnée au fil de millions d'années d'évolution, est d'une efficacité redoutable. Quand il déploie ses immenses ailes grises pour s'envoler, lentement et majestueusement, on comprend pourquoi les peuples autochtones voyaient en lui un messager entre le monde des hommes et celui des esprits. Sur les troncs d'arbres morts qui émergent des étangs ensoleillés, une créature colorée prend le soleil avec un bonheur évident, la tortue peinte. Avec sa carapace d'un vert olive bordée de rouge et son plastron aux couleurs vives, la tortue peinte est l'une des plus belles espèces de reptiles du Québec. Elle passe une grande partie de ses journées ensoleillées à s'exposer à la chaleur, accumulant l'énergie dont elle a besoin pour sa survie. Ce petit reptile discret est un survivant remarquable. Il passe tout l'hiver au fond des étangs glacés, dans un état de vie ralenti quasi total, et réémerge au printemps, inchangé, fidèle à son étang, à son tronc, à son soleil. Dans l'ombre des forêts mixtes du sud, entre les fougères et les racines des vieux arbres, se déplace avec une rapidité surprenante un prédateur que peu de gens connaissent, le pécan. Membre agile de la famille des mustélidés, parent de la loutre et du vison, le pécan est un chasseur redoutable et polyvalent. Il est l'un des seuls prédateurs capables de chasser le porc-épic, naviguant avec une habileté extraordinaire autour des piquants acérés de sa proie. Solitaire et farouche, le pécan laisse rarement apercevoir sa silhouette sombre entre les arbres. Mais ses traces dans la neige, ses marques sur les troncs, trahissent une présence constante, vigilante, essentielle à l'équilibre de la forêt. Embarquons maintenant vers l'est, là où le Saint-Laurent s'élargit jusqu'à devenir une véritable mer intérieure. Nous entrons dans le royaume de l'estuaire et du Golfe, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord et les îles de la Madeleine. Ici, tout change. L'air devient iodé. Les falaises de calcaire plongent vertigineusement dans des eaux sombres et profondes. Les phares historiques montent la garde sur des côtes battues par les vents. Les îles sauvages s'élèvent comme des forteresses de rocs et d'argile au milieu de la mer. Car c'est ici, là où l'eau douce rencontre l'eau salée, pour créer l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète, que se jouent des scènes d'une grandeur inégalée. Les eaux froides et riches en nutriments du Saint-Laurent attirent une concentration de vie marine qui laisse sans voix. Le rorqual bleu. Imaginez, une créature de 30 mètres de long, pesant jusqu'à 150 tonnes, surgissant lentement à la surface de l'eau avant de libérer un souffle qui s'élève à 10 mètres dans les airs. C'est lui, le plus grand animal de toute l'histoire de la vie sur notre planète. Et il vient se nourrir chaque été dans les eaux du Saint-Laurent. Le Québec a la chance rare d'offrir l'un des meilleurs sites au monde pour observer ces géants des mers. Sa technique d'alimentation est aussi spectaculaire que son gabarit. En une seule goulée, le rorqual bleu peut ingérer des millions de minuscules crustacés appelés krills, filtrant l'eau à travers les longues lames de fanon qui garnissent sa mâchoire comme un rideau de dentelle géante. La baleine à bosse, elle, est l'acrobate de la famille. Son comportement est d'une exubérance qui contraste avec la discrétion de ses cousins. Elle bondit hors de l'eau avec une grâce stupéfiante pour une créature de 40 tonnes, retombant dans une explosion d'écume blanche qui résonne comme un coup de tonnerre. On appelle ce comportement le breach, et personne ne sait vraiment pourquoi les baleines à bosse le font. Pour jouer? Pour communiquer? Pour se débarrasser des parasites? Peut-être simplement parce qu'elles le peuvent. Mais parmi tous ces cétacés, l'un d'entre eux occupe une place toute particulière dans le cœur des Québécois, le beluga. Cette petite baleine blanche, au front arrondi et au sourire perpétuel, est la seule à résider dans le Saint-Laurent toute l'année. On l'appelle parfois le canari des mers pour ses vocalisations variées et mélodieuses, audibles depuis la rive. Sifflements, cliquetis, gazouillis, le beluga possède l'un des répertoires sonores les plus riches de tout le monde animal. Ces sons ne sont pas de simples bruits, ce sont des outils. Le beluga utilise l'écholocation pour naviguer dans les eaux troubles du Saint-Laurent, détecter ses proies et communiquer avec les membres de son groupe. Les scientifiques estiment que chaque individu possède une voix unique, reconnaissable par les autres membres de son groupe.
Malheureusement, le beluga du Saint-Laurent est aujourd'hui une espèce menacée. Il ne reste plus qu'environ 900 individus dans cet estuaire. Sa protection est devenue l'un des enjeux environnementaux les plus importants du Québec. Un combat pour préserver un trésor vivant irremplaçable. Dans les mêmes eaux, un autre cétacé glisse à grande vitesse, souvent confondu avec un dauphin par les observateurs peu avertis, le marsouin commun. Plus petit que ses cousins, discret et rapide, le marsouin commun est pourtant l'un des cétacés les plus abondants de l'estuaire. On l'aperçoit parfois en groupe compact, leur petit dos noir arqué à la surface de l'eau dans un mouvement fluide et répété. Une présence humble, essentielle, qui témoigne de la richesse extraordinaire de ces eaux. Sur les falaises qui dominent la mer, une autre merveille attend les visiteurs. À l'île Bonaventure, en Gaspésie, se trouve l'une des plus grandes colonies de fous de bassin du monde entier. Des dizaines de milliers de ces oiseaux aux ailes noires et au plumage blanc nacré couvrent les falaises d'un manteau vivant et bruyant. Puis, d'un seul mouvement, ils plongent en flèche dans l'océan à plus de 100 km/h, chassant le poisson avec une précision absolue. Pour se protéger de l'impact violent à la surface de l'eau, les fous de bassin ont développé des sacs d'air sous la peau du cou et de la poitrine qui absorbent le choc comme des coussins gonflables naturels. Sur les rochers et les bancs de sable, les phoques communs se prélassent au soleil avec un abandon joyeux, indifférent au regard des observateurs émerveillés. Leurs grands yeux noirs et humides, leurs museaux moustaches et leur expression perpétuellement rêveuse en font l'un des animaux les plus attachants de tout le Saint-Laurent. Un peu plus loin, sur les mêmes rivages, un oiseau à l'allure comique et au bec multicolore attire tous les regards. Le macareux moine, que l'on appelle affectueusement le clown de mer. Avec son bec triangulaire aux couleurs vives de rouge, d'orange et de jaune, et son plumage en smoking noir et blanc impeccable, le macareux semble sorti d'un dessin animé. Pourtant, derrière cette allure burlesque se cache un plongeur exceptionnel, capable de descendre à des profondeurs considérables et de ramener plusieurs poissons à la fois dans son bec, tenu par une rangée de dents acérées orientées vers l'arrière. À ses côtés vole le petit pingouin, cousin élégant du macareux. Plus sobre dans ses couleurs, il compense par la précision et la vitesse de ses plongeons, ses ailes courtes devenant sous l'eau de véritables propulseurs qui lui permettent de voler dans les profondeurs marines avec une agilité stupéfiante. Dans les eaux plus calmes des baies et des anses, un canard marin d'une beauté discrète bascule régulièrement à la surface, l'eider à duvet. Le mâle, en plumage nuptial, arbore un contraste saisissant de noir et de blanc, rehaussé d'une touche de vert sur la nuque. Mais c'est la femelle qui a rendu l'eider célèbre à travers le monde. Elle tapisse son nid d'un duvet d'une finesse et d'une chaleur inégalée, un matériau si précieux que les hommes le récoltent depuis des siècles pour en garnir les plus luxueux des édredons. Nous quittons maintenant le rivage pour nous enfoncer vers le cœur du continent. Bienvenue dans la forêt boréale, le grand poumon vert du Québec. L'Abitibi-Témiscamingue, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie. C'est ici que vit le vrai Nord dans l'imaginaire québécois. Des forêts de conifères à perte de vue, épinettes noires, sapins baumiers et pins gris serrés les uns contre les autres, formant un tapis vert infini, interrompu seulement par le miroitement d'un lac ou le bouillonnement d'une rivière sauvage. Cette forêt boréale est l'une des plus grandes forêts intactes de la planète. Elle représente un réservoir de carbone d'une importance capitale pour l'équilibre climatique mondial et un refuge irremplaçable pour une biodiversité d'une richesse que nous commençons à peine à mesurer. En son centre, tel un joyau posé sur le bouclier canadien, le lac Saint-Jean s'étend comme une mer intérieure, ses rives plates encerclant des eaux si vastes que l'on en perd l'horizon. Autour de lui, les grandes rivières convergent, créant un réseau aquatique d'une richesse exceptionnelle, où le doré jaune, roi des eaux intérieures, règne en maître sous la surface. Ce poisson, aux yeux d'un or laiteux caractéristique qui lui ont valu son nom, est le poisson de pêche sportive le plus prisé du Québec. Sa chair fine et délicate est réputée dans toute la province. Sa pêche sportive dans les eaux sombres de la forêt boréale est un art en soi, que les pêcheurs québécois pratiquent avec une passion intergénérationnelle. Dans les marécages et les zones humides qui bordent ces forêts, au crépuscule, une silhouette massive émerge lentement de l'ombre. L'orignal, le roi de la forêt québécoise, le plus grand cervidé d'Amérique du Nord. Avec ses immenses bois en forme de palette qui peuvent atteindre 2 mètres d'envergure,
l'orignal est une créature à la fois imposante et étrangement gracieuse. Un mâle adulte peut peser plus de 500 kg, et pourtant, il se déplace dans la forêt avec une légèreté déconcertante, ses longues pattes enjambant les obstacles avec une aisance naturelle. Sa silhouette sombre se découpe sur le ciel rose du soir, ses longues pattes s'enfonçant dans l'eau des marais alors qu'il se nourrit de plantes aquatiques. La scène est d'une beauté primitive, comme si le temps s'était arrêté à l'ère préhistorique. En automne, pendant la période du rut, le brame de l'orignal mâle résonne dans la forêt. Un son grave et puissant qui fait vibrer l'air froid du matin. Les chasseurs et les photographes naturalistes du monde entier viennent témoigner de ce moment unique. Un moment où l'on prend conscience, avec une humilité soudaine, que l'on est ici sur le territoire de quelqu'un d'autre. Dans ces mêmes forêts vit un ingénieur hors pair, un architecte dont les œuvres transforment radicalement les paysages, le castor. Avec ses dents d'un orange caractéristique, plus solides que l'acier proportionnellement, le castor abat des arbres, construit des barrages et crée des étangs artificiels qui deviennent ensuite des havres de biodiversité pour des dizaines d'autres espèces. Un seul castor peut abattre un arbre de 10 cm de diamètre en moins de 15 minutes. Le castor est l'emblème animal du Canada, et c'est au Québec que sa présence est peut-être la plus visible. Ces barrages façonnent les rivières et les vallées depuis des millénaires. En ralentissant le débit des cours d'eau, en créant des zones humides, ils contribuent à la purification de l'eau, à la prévention des crues et à la création d'habitats essentiels. Ce petit bâtisseur est, à sa manière, l'un des plus grands ingénieurs écologiques de toute l'histoire naturelle de ce continent. L'ours noir se déplace lui aussi dans ces forêts, timide et discret malgré sa stature impressionnante. Son pelage d'un noir brillant disparaît entre les fougères et les épinettes. Il se nourrit de baies, de fourmis, de racines et de poissons, et passe les longs mois d'hiver dans un sommeil profond, blotti dans sa tanière sous la neige. Contrairement à l'idée répandue, l'ours noir n'hiberne pas au sens strict du terme. Sa température corporelle ne baisse que légèrement, et une femelle peut même donner naissance à ses petits en plein hiver, les allaitant dans la chaleur de son souffle. En forêt, si vous croisez un ours noir, gardez toujours vos distances, au moins une centaine de mètres. Car malgré son allure parfois débonnaire, l'ours reste un animal sauvage et imprévisible, dont le territoire mérite d'être respecté. Dans les sous-bois de l'épinette et du sapin, bondissant avec une énergie frénétique, une créature blanche comme neige en hiver, brune comme la terre en été, le lièvre d'Amérique. Ce changement de couleur spectaculaire que les scientifiques appellent le mimétisme saisonnier est l'une des adaptations les plus remarquables de la faune boréale. En quelques semaines, le lièvre revêt littéralement le costume de la saison, passant du brun d'automne au blanc de neige hivernale par une mue progressive et parfaite. Le lièvre d'Amérique est au cœur de l'un des phénomènes écologiques les plus fascinants du Québec, le cycle d'abondance et de pénurie qui se déroule sur une période d'environ 10 ans, synchronisant les populations de lièvres et celles de leur prédateur principal, qui nous amène à notre prochain habitant de la forêt boréale. Dans l'obscurité du sous-bois, deux grands yeux d'ambre scrutent l'obscurité. Des oreilles ornées de pinceaux de poils noirs se dressent. De larges pattes, aussi rondes que des raquettes naturelles, s'immobilisent silencieusement dans la neige. Le lynx du Canada. Ce félin fantôme de la forêt boréale est l'un des prédateurs les plus spécialisés du monde. Ses immenses pattes, couvertes de fourrure dense, lui permettent de marcher sur la neige profonde, là où ses proies s'enfoncent. Il peut suivre un lièvre à la trace pendant des kilomètres, patient et méthodique, avant de bondir dans une attaque finale d'une précision absolue. La population du lynx du Canada suit presque exactement celle du lièvre d'Amérique. Quand les lièvres abondent, les lynx prospèrent. Quand les lièvres se raréfient, les lynx décroissent. Ce ballet écologique, répété depuis des millénaires, est l'un des exemples les plus parfaits de la dépendance mutuelle entre prédateurs et proies que la science ait jamais documentée. Dans les sous-bois de la forêt boréale, une créature ronde et drue se déplace à pas feutrés entre les buissons. La gélinote huppée, que les Québécois appellent affectueusement la perdrix. Ce gallinacé forestier est l'un des oiseaux les plus communs de la forêt québécoise, et pourtant l'un des plus difficiles à observer. Son plumage brun et tacheté se confond avec une précision presque miraculeuse avec les feuilles mortes et les écorces des bouleaux.
Mais au printemps, le mâle se trahit. Juché sur une souche, il bat frénétiquement des ailes pour produire un roulement sourd et profond qui résonne dans toute la forêt. Un son que les anciens habitants de ces terres reconnaissaient comme le battement de cœur de la forêt elle-même. La nuit, quand le silence de la forêt boréale semble absolu, un son se fait parfois entendre, long, mélancolique, irrésistible. Le loup gris hurle à la lune. Discret et farouche, le loup gris du Québec est rarement aperçu, mais son chant voyage sur des kilomètres à travers les épinettes. Ses meutes sillonnent les grands espaces forestiers, gardiennes silencieuses d'un équilibre écologique fragile et précieux. Ce que peu de gens savent, c'est que les loups pratiquent ce que les biologistes appellent le comportement de loup disperseur. À un moment de leur vie, de jeunes loups quittent leur meute natale et entreprennent un voyage solitaire de plusieurs centaines de kilomètres à la recherche d'un nouveau territoire ou d'un partenaire pour former leur propre meute. Ce comportement est crucial pour la santé génétique de la population et pour la colonisation de nouveaux territoires. Poursuivons notre voyage vers le nord. Les arbres se font plus rares, plus petits, tordus par les vents incessants. Nous entrons dans la taïga, cette zone de transition où la forêt s'efface progressivement pour laisser place au Grand Nord. Au-delà du 55e parallèle s'étend le Nunavik, la région nordique du Québec, un territoire grand comme la France à lui seul, habité depuis des millénaires par les Inuits, dont la culture et la connaissance de cette terre sont d'une profondeur inestimable. Ici, la toundra arctique s'étend à perte de vue. La roche ancienne du bouclier canadien, parmi les plus vieilles pierres de la planète, affleure partout. En été, des milliers de petites fleurs sauvages colorent brièvement ce paysage de mousse et de lichen d'une éphémère splendeur. En hiver, tout disparaît sous un blanc absolu et silencieux. Sur cette toundra gelée, une migration d'une ampleur épique se joue chaque année. Des dizaines de milliers de caribous traversent le Nunavik en longues colonnes, leurs sabots larges claquant sur la pierre et la neige. Le caribou est l'animal emblématique du Grand Nord québécois. Créature de l'espace et du mouvement, il suit des routes migratoires tracées depuis des millénaires, guidé par un instinct que la science commence à peine à comprendre. Ses sabots, larges et creux, font office à la fois de raquettes sur la neige et de pagaies lors des traversées des rivières gonflées par la fonte des glaces. Ce que peu de gens savent, c'est que le caribou est le seul cervidé chez lequel les deux sexes portent des bois. Même les femelles arborent cette couronne ramifiée qui, chez les grands mâles, peut atteindre une envergure spectaculaire. Ces bois tombent et repoussent chaque année, dans un cycle de renouvellement permanent qui incarne à lui seul la résilience de cette espèce face aux rigueurs de l'Arctique. Sa silhouette, vue de loin contre le ciel immense du Nord, incarne mieux que toute autre image la grandeur et la solitude de ces terres. Pour les communautés inuites du Nunavik, le caribou est bien plus qu'un animal. C'est un frère, une source de vie, un lien sacré avec la terre. Sur les côtes de la baie d'Hudson et de la baie d'Ungava, un autre géant de l'Arctique fait sa présence sentir, l'ours polaire. Le plus grand carnivore terrestre de la planète. Son pelage, qui paraît blanc mais dont chaque brin est en réalité transparent et creux, réfléchit la lumière avec une pureté aveuglante. Sa démarche lente et puissante sur la glace inspire à la fois l'admiration et le respect. Il peut parcourir des centaines de kilomètres sur la banquise en quête de nourriture, nageant sans effort entre les plaques de glace grâce à ses immenses pattes qui font office de rames. L'ours polaire chasse principalement le phoque annelé, qu'il guette avec une patience incroyable aux trous de respiration dans la glace, parfois immobile pendant des heures, avant de frapper avec une rapidité foudroyante. Cette maîtrise de l'attente, cette capacité à rester concentré indéfiniment, témoigne d'une intelligence adaptative extraordinaire. Dans ce même monde arctique vit une créature que sa petite taille fait souvent sous-estimer, le glouton, que les Algonquins appellent le carcajou. Ce mustélidé trapu, au pelage brun foncé rayé de taches claires, est considéré comme le prédateur le plus féroce au monde pour sa taille. Un glouton adulte ne pèse qu'une vingtaine de kilogrammes, et pourtant, il n'hésite pas à s'attaquer à des animaux plus gros que lui, allant jusqu'à déloger des ours et des loups de leur propre proie. Le carcajou est aussi un infatigable marcheur. Il peut couvrir des distances de plusieurs dizaines de kilomètres en une seule nuit, traversant des paysages d'une rudesse extrême avec une aisance qui défie toute logique physique.
C'est peut-être l'animal le plus tenace, le plus opiniâtre, le plus indestructible de tout le Grand Nord québécois. Au Nunavik, les renards polaires parcourent de vastes distances à la recherche de nourriture, leur pelage d'un blanc immaculé en hiver se fondant parfaitement avec la neige. Chasseurs opportunistes et survivants extraordinaires, ils prospèrent là où presque rien d'autre ne le peut. Ce que l'on sait moins sur le renard polaire, c'est sa capacité à résister au froid grâce à la fourrure la plus isolante de tout le règne animal par rapport à son poids corporel. Ses petites oreilles rondes, sa truffe rétractée et sa queue touffue qu'il utilise comme couverture lorsqu'il dort le distinguent du renard roux du Sud. Chaque détail de son anatomie est une réponse parfaite aux défis de l'Arctique. Sur la toundra rase, dans les buissons de saules nains, une créature couleur de neige se perche immobile. Le lagopède des saules. Ce gallinacé arctique, cousin boréal de la gélinote, pratique lui aussi le changement de couleur saisonnier. En hiver, il est blanc de la tête aux pattes, littéralement invisible sur la toundra enneigée. En été, il revêt un plumage brun-roux qui se confond avec les herbes et les mousses de la toundra estivale. Cette transformation saisonnière, pilotée par la durée du jour, est l'une des adaptations les plus élaborées du monde animal. Sous la neige et sous la tourbe gelée, un autre habitant de l'Arctique joue un rôle que son apparence modeste ne laisse pas deviner. Le lemming. Ce petit rongeur rond et vif, guère plus grand qu'une souris, est le fondement même de tout l'écosystème arctique. Harfang des neiges, renard polaire, hermine, tous dépendent directement de lui pour leur survie. Quand les populations de lemmings sont abondantes, les prédateurs prospèrent. Quand elles s'effondrent, toute la chaîne alimentaire vacille. Ce minuscule animal est, à sa manière, la pierre angulaire d'un édifice écologique d'une fragilité et d'une complexité remarquables. Dans ce Grand Nord, une créature qui semble venue d'une autre époque géologique erre entre les lichens et les canyons de fer, le bœuf musqué. Avec sa longue robe de longs poils sombres qui balaient presque le sol, ses cornes recourbées comme des crochets et sa stature massive, le bœuf musqué est une relique vivante de l'ère glaciaire. Il côtoyait autrefois les mammouths et les rhinocéros laineux, et il est aujourd'hui l'un des rares grands mammifères de cette époque à avoir survécu jusqu'à nos jours. Sa survie dans les conditions extrêmes du Nunavik n'est pas le fruit du hasard. Sous ses longs poils de garde se cache un sous-poil d'une finesse et d'une chaleur extraordinaires, appelé kiviut par les peuples autochtones. 8 fois plus chaud que la laine de mouton. Quand le froid menace, les bœufs musqués forment un cercle compact, les adultes à l'extérieur et les jeunes au centre, une tactique de défense collective éprouvée depuis des millénaires. Et dans ces ciels arctiques règne le harfang des neiges, oiseau emblème du Québec. Avec son plumage blanc comme la toundra et ses yeux jaunes d'une intensité saisissante, le harfang est une créature d'une beauté majestueuse. Contrairement à la plupart des hiboux, le harfang des neiges chasse le jour, s'aidant de sa vision perçante pour repérer les lemmings sous la neige à des distances considérables. Son vol silencieux au-dessus des étendues glacées, porté par des ailes larges comme des voiles, est d'une efficacité redoutable et d'une élégance absolue. Ce que l'on sait moins sur le harfang, c'est que ces années d'abondance correspondent presque exactement aux années de grande population de lemmings. Quand les lemmings abondent, le harfang peut élever jusqu'à 11 oisillons dans un même nid. Quand il se raréfie, il peut ne pas se reproduire du tout. Cette sensibilité au moindre déséquilibre de l'écosystème arctique fait du harfang des neiges un indicateur précieux de la santé de la toundra. Le soir venu, dans le ciel du Grand Nord québécois, un spectacle que les mots peinent à décrire se déploie lentement, l'aurore boréale. Des rideaux de lumière verte, violette et rouge ondulent au-dessus de la toundra silencieuse, dansant dans le ciel noir avec une grâce et une intensité hypnotiques. Ce phénomène, causé par l'interaction des particules solaires avec l'atmosphère terrestre, est ici visible avec une clarté exceptionnelle, loin de toute pollution lumineuse. Pour les peuples autochtones du Nunavik, l'aurore boréale n'est pas simplement un phénomène naturel. C'est un message des ancêtres, une présence vivante dans le ciel. Et debout dans le froid mordant, à regarder ces lumières danser, on comprend sans peine pourquoi. En été, le Grand Nord connaît le soleil de minuit. Le soleil ne se couche plus, tournant lentement à l'horizon dans une lumière dorée et étrange qui transforme la toundra en un pays de contes. Les animaux modifient leur comportement, les oiseaux chantent à toutes heures, et le temps lui-même
semble suspendu dans cette lumière sans fin. Et ainsi se termine notre incroyable voyage à travers le Québec sauvage. De la vallée du Saint-Laurent aux confins arctiques du Nunavik, du cerf de Virginie qui se glisse dans les sous-bois dorés de l'automne laurentien, jusqu'au bœuf musqué qui brave les tempêtes de la toundra, cette province est bien plus qu'un simple territoire. C'est un monde à part entière, d'une richesse naturelle et culturelle qui dépasse l'imagination. Un monde qui mérite d'être protégé, célébré et transmis aux générations futures tel qu'il est, vivant, vaste et magnifique. Car c'est en comprenant la nature que l'on apprend à la respecter, et c'est en la respectant que l'on assure la survie de tout ce que l'on vient de voir. Si vous avez aimé ce documentaire, pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir en avant-première nos prochains voyages au cœur de la nature sauvage. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles aventures.